Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver dans Question d'actu. On revient ce soir sur la rencontre d'hier entre le président de la République et la presse nationale, la rencontre périodique organisée avec les médias nationaux. Plusieurs thèmes ont été abordés. On retiendra une prédominance pour le volet social et économique. Le gouvernement algérien a institué pour la première fois depuis l'indépendance du pays une allocation au chômage au profit des jeunes demandeurs d'emploi. Cette mesure entrera en vigueur dès le mois de mars prochain. Le montant de cette prime est fixé à 13 000 dinars, sachant que le salaire minimum garanti en Algérie de 20 000 dinars. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que les efforts pour diversifier l'économie nationale et s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures se poursuivaient en dépit de la hausse des cours du pétrole sur les marchés internationaux. La stratégie nationale actuelle repose sur le développement des activités créatrices de richesses et l'exploitation des ressources nationales, à l'image du fer, le phosphate et l'hydrogène, en plus de l'agriculture. Le président de la République a aussi mis en avant au passage les efforts de l'État pour lever les obstacles sur les investissements, relevant que les projets en suspens ayant bénéficié récemment d'autorisation pour la relance de leurs activités permettront la création de 52 000 postes d'emploi. Voilà en gros ce qu'il faut retenir aujourd'hui de cette rencontre périodique organisée hier avec la presse nationale. On va revenir sur tout cela, sur toutes ces déclarations avec nos invités sur le plateau. Et nous accueillons ce soir Monsieur Brahim Tahrout. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué du journal L'Expression. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour et nous accueillons aussi Monsieur Omar Barzouz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en sciences politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va essayer de décrypter un peu toutes ces déclarations. Je vous propose d'abord de commencer avec cet extrait du président de la République où il fait allusion à cette allocation chômage qui sera versée, comme je vous le disais, à partir de mars prochain, sous forme, donc le mois prochain, sous forme de pré-salaire de 13 000 dinars au profit de 620 000 chômeurs inscrits auprès des bureaux de l'emploi. Je vous propose de l'écouter. مارس الشهر هذا المقبل دوك 3 أصناف اللي تكلمت عليها نتاع الشباب تاعنا كلهم غادي ترفع لهم المرتبات تاعهم. الصنف الأول نتاع اللي فيهم نتاع التضامن الوطني، أعتقد أن يخدموا 5 سوايع، نخدموا 5 سوايع في النهار، هادشي اللي يديروه ترفع لهم باش يولي أقل شيء يتقاضاوه هي 11,000 دينار إن شاء الله ابتداء من مارس. لأن الصنف هذا اللي يخدموا في المطاعم البلدية ويخدموا في المدارس ويخدموا في الصنف الثاني اللي ينتظر في الإدماج، في انتظار الإدماج تاعو نعطوه ضمانات أنه ما يفقدش المنحة نتاعو، لأن غادي نديروا لهم عقود طويلة المدى CDI ديوري انديتيرميني، يخدم حتى يدمج في المنصب اللي راه يخدم باش يكون يدمج، ونرفع له العلاوة اللي يتقاضاها، يبقى لهم الحق في الإدماج في المناصب اللي مسجلين باش يدمجون فيها. الصنف الثالث هي العلاوة تاع البطالة، واللي احنا أول دولة من بعد أوروبا، ما فيه لا دولة في العالم الثالث ولا اللي تأسس العلاوة هذه. أنا قلت تكون عندهم شبه مرتب اللي تصون كرامته كشاب، هي 13,000 دينار. إذن عندهم 13,000 دينار ابتداء من مارس، والتغطية الصحية. Voilà, donc chose promise, chose due. C'était une des promesses du chef de l'État. Les orientations du président de la République aujourd'hui servent l'intérêt du citoyen. On veut préserver son pouvoir d'achat. Plusieurs mesures ont été prises. Cela témoigne du caractère social de l'État algérien, Monsieur Tahrout. En effet, effectivement, en instaurant cette allocation chômage, le président vient de confirmer le caractère social de l'État tel que défini dans la déclaration du 1er novembre 1954 qui a consacré la naissance de l'État algérien. Donc c'est un attachement à ce caractère social. Ensuite, l'allocation chômage, il faut insister là-dessus, avec une couverture sociale. C'est très important, la couverture sociale.
Et aussi petite soit-elle cette allocation, on peut trouver à redire c'est 13 000 dinars, enfin, c'est peu, c'est beaucoup, mais enfin, c'est... Ça reste un plus aujourd'hui pour les chômeurs. Une soupape pour les chômeurs algériens. Maintenant, il faut faire appel à l'outil informatique, à la numérisation, pour mettre en place... Alors il y a plusieurs catégories, on n'a pas tous les détails, je pense que ça va se dévoiler dans les prochains jours. C'est à la numérisation de jouer, parce que bon, avec nous, avec les chiffres, souvent on cafouille, et donc il faut faire confiance aux gens chargés des fichiers, de mettre en place toutes ces mesures. Mais ça reste une mesure quand même très importante. Le chef de l'État l'a souligné, c'est une première et c'est très important. C'est une mesure à saluer. C'est une mesure à saluer, comme le dit M. Tahroubt, M. Barzouz. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les primo-demandeurs d'emploi, ceux qui sont normalement concernés en tout cas par cette allocation chômage, ont dû accueillir cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction. Ça va un peu alléger la pression vu le contexte mondial de crise que nous vivons aussi. Certainement, vu le contexte donc national et international, donc sur le plan économique et social, cette mesure très concrète a été donc certainement accueillie favorablement par toute la population et surtout par les jeunes chômeurs, donc auxquels est adressée cette disons allocation chômage, qui est un pré-salaire en fait. Et donc ça rentre dans le cadre donc justement de la politique sociale de l'État en général. Par cette mesure, le président a voulu aussi rassurer sur le caractère social de l'État, c'est-à-dire que l'Algérie ne va pas se départir de ce caractère, parce qu'il y a eu une certaine crainte après l'annonce de l'abandon des subventions sur certains produits de première nécessité. Et là, donc, l'État se réaffirme, c'est-à-dire réaffirme sa position en tant que régulateur public. Bien sûr, à côté du marché comme instrument de régulation, et à côté aussi de la société civile comme aussi un acteur de régulation, parce que c'est un aspect qu'on a tendance à occulter, mais il existe aussi la régulation par la société civile à travers donc les coopératives, à travers les emplois, l'emploi féminin, l'emploi des jeunes. Donc l'État n'est pas uniquement, disons, cet État gendarme qui s'occupe des fonctions régaliennes comme la police, la défense ou la justice, mais c'est un État qui s'occupe, qui se soucie des affaires sociales et donc prend les mesures nécessaires pour absorber, disons, la crise sociale. La crise sociale, oui, dans cette conjoncture particulière où on note également donc un certain retard de croissance économique et puis le peu de création d'emplois par les entreprises. Et là, donc, cette mesure devrait donc s'accompagner en même temps d'une relance de l'activité économique pour qu'il y ait à moyen terme et à long terme aussi création d'emplois pour absorber ces chômeurs qui ne devront pas rester éternels dans un chômeur percevant cette allocation chômage. Donc sur ce plan, je pense que d'ailleurs, dans mon entourage proche, j'ai noté une grande satisfaction des jeunes pour cette mesure concrète. Et puis, le discours de Tebboune est désormais... Et qui prend effet de suite, hein. Généralement, on met du temps. Là, on a un peu lié l'action à la parole, c'est-à-dire que l'annonce s'est faite... C'est ça. Donc, il y a une rupture avec la langue de bois maintenant, qu'il y a désormais des mesures concrètes dans l'intervention du président, et il y a beaucoup de mesures concrètes de ce type-là, donc peut-être on va parler de ça. Oui, on va détailler tout cela, hein. Donc finalement, cette décision se veut une réponse au contexte de crise actuelle et aux difficultés de création d'emplois qui se sont un peu aggravées, hein, avec la pandémie, hein, où il y a eu beaucoup de pression sur mondiale, hein, je veux dire, sur la création d'emplois, sur les entreprises. C'est une réponse à cette crise aujourd'hui, ce genre de décision? Oui, bien sûr, c'est une réponse à une crise, mais
Vous savez, la décision en elle-même, bon, il n'y a pas que l'allocation chômage, mais en tout cas, les décisions prises... Annoncées, il y a eu voilà, l'augmentation de l'IRG, enfin, la baisse plutôt de l'IRG qui a permis d'augmenter les salaires. Le président, à travers ces annonces, il a en quelque sorte désamorcé, entre guillemets, une bombe sociale. Pourquoi ? Vous savez, il y a le ramadan qui approche. Nous sommes journalistes, moi je suis journaliste, donc nous avons un peu le pouls de la société. Il y a une crainte, il y a une grogne sociale qui se mettait en place. Il y a une flambée des prix incroyable, on l'a ressenti. La flambée des prix, mais on sentait qu'il y a une grogne de la société, qu'il y avait une peur, une grogne qui se mettait. Elle était là, parfois nourrie, parfois à dessein, parfois accentuée, mais en tout cas, elle était là. Sous les cendres, il y avait les braises. Donc, le président de la République a écouté, a senti un peu les préoccupations des citoyens. De ces mesures, ils ont permis de désamorcer cette bombe sociale. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, il y avait aussi, ce qu'on a remarqué au niveau des responsables, à tous les niveaux, il y avait une espèce de vitrification qui s'installait. Tout le monde attendait quoi, même pas Godot, on attendait quoi, on ne sait pas. Bon, on annonce un remaniement, c'était après les législatives, après les locales, après les sénatoriales, après une Nair, après donc tout le monde attendait. Et c'est les affaires du pays qui étaient à l'arrêt. Donc il fallait rassurer, et le président les a rassurés. Il a dit, non, il n'y a pas de remaniement pour le moment, allez-y au travail, et voilà. Donc c'est important pour un responsable d'être rassuré, qu'il est là, donc les annonces du président avaient un double effet. Un effet de rassurer le simple citoyen. N'oublions pas qu'il y a le ramadan qui approche. N'oublions pas qu'il y a... C'est là où la tension s'exacerbe sur qu'il y a le ramadan qui approche. Il y a le 22 février, le 3e anniversaire. C'est important de le souligner, du Hirak qui approche aussi. Donc, toutes ces mesures ont permis c'est en quelque sorte une soupape à la société de respirer. Et le président, avec, comme l'a souligné le professeur, c'était pas une langue de bois, c'était un discours simple, un discours qui s'adressait aux citoyens. C'est une communication pour la cible était monsieur tout le monde, tous les Algériens. Il a écouté, il a entendu, et les mesures prendront effet à partir de mars, c'est important. Il a désamorcé la bombe sociale, il a assuré la paix sociale. Et il y avait ce besoin d'apaiser aujourd'hui la tension. Le souci, justement, c'est de renforcer le front interne et justement d'arriver à un état d'apaisement général, cohésion sociale, et renforcer ce tissu social. Bien sûr, et les jeunes chômeurs font partie intégrante donc, de cette société. C'est un élément de base du développement. Donc, le faire participer au développement, et en attendant qu'il y ait des créations d'emplois, mais parallèlement... Là, on va parler de cette importance. D'ailleurs, il a dit, l'année 2022 sera dédiée à l'économie, à la relance économique. On en parle, on ne veut plus dépendre des hydrocarbures, on en viendra avec les prochains extraits. Mais aujourd'hui, préserver le pouvoir d'achat des Algériens passe en priorité. Il y a plusieurs mesures pour l'IRG, pour le point indiciaire qui doit entrer en vigueur donc, au deuxième semestre de l'année. Il y a ces subventions qui sont remises, notamment en tout cas pour garder le prix du pain, par exemple, un prix stable, qui ne soit pas augmenté. Donc il y a aussi des mesures. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une priorité donnée à la sauvegarde et à la préservation du pouvoir d'achat de l'Algérien. Oui, tout à fait. Bon, la préservation du pouvoir d'achat est une question très très importante dans l'état actuel des choses. Ce pouvoir d'achat a été laminé pendant les dernières années. Donc, les dernières augmentations remontent à, je ne sais pas, plus d'une décennie. Et donc, chaque année, donc, le pouvoir d'achat se dégringole. Et la ménagère a ressenti cet état de fait. Et ça ne pouvait pas continuer comme ça, sous peine donc d'arriver à une crise, grave. Faut-il le rappeler, chef de l'État, en tout cas la rappeler, nous dépendons aujourd'hui du contexte mondial. Aujourd'hui, l'impact, on le ressent fortement. Nous dépendons des prix qui s'envolent à l'international, et l'État est en train d'absorber tout cela.
C'est vrai que les prix internationaux ont augmenté, notamment les prix du transport des marchandises, et c'est ce qui répercute sur les prix au niveau interne. Mais cela, disons, a favorisé aussi au niveau interne une certaine pagaille, une certaine anarchie. Aussi, pour certains produits locaux aussi, on a observé des augmentations non justifiées. Et là, donc, c'est le dernier consommateur qui paye les pots cassés, disons. Parce que dans cette chaîne-là... Ajouter à cela la spéculation aussi, qui fait que souvent les prix s'envolent de manière injustifiée. Tout à fait. Donc, il fallait trouver donc un terme à cette situation. Il faut donc assainir cette situation. Et ces mesures-là s'inscrivent dans ce cadre-là pour arriver, disons, à une économie saine et transparente, loin de toute spéculation, disons, qui vise à toucher donc au pouvoir d'achat du citoyen. Et donc, on devrait s'attendre justement à une amélioration de ce pouvoir d'achat. Mais cela ne peut arriver véritablement qu'avec la relance économique véritable qui va se répercuter sur donc, la création de richesses et l'augmentation du bien-être social en général. C'est que nous sommes pénalisés sur plusieurs fronts, je veux dire. Il y a la pandémie, les conséquences de la pandémie ont été terribles sur le citoyen, mais alors terribles sur les entreprises, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et sur le citoyen. Après la pandémie, donc, comme a dit le professeur, il y a au plan international une flambée incroyable sur le fret, sur vous savez, la logistique. L'inflation n'a pas touché uniquement l'Algérie. C'est une première aux États-Unis, en Allemagne, pour eux, c'est une catastrophe d'atteindre 6% d'inflation en Allemagne. Aux États-Unis, enfin, les plus grandes puissances sont touchées par la crise. L'Allemagne, c'est l'économie la plus solide d'Europe. Elle a été touchée. Donc, nous sommes pénalisés par la pandémie. Nous sommes pénalisés par l'inflation mondiale et le marché mondial, la flambée des prix à l'international. Et nous sommes aussi pénalisés au plan interne. C'est que nous produisons peu. Dépendant des importations. Et aussi, le président l'a souligné dans son intervention, il a dit que nous sommes en train de reconstruire tout. C'est-à-dire que nous étions, c'était les décombres. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette reconstruction, il a parlé de la représentativité déjà, on a commencé à... les élections législatives, locales, sénatoriales récemment. La Constitution, donc il a quand même bien avancé dans son programme. Et donc, dans cette reconstruction, les réseaux de distribution, d'approvisionnement sont déstabilisés. Donc, il fallait tout reconstruire. Et tout ça, bien sûr, se répercute sur l'économie nationale. Et pour reconstruire l'économie nationale, c'est tout un... C'est-à-dire qu'on a donné une priorité d'abord aux politiques, aux institutions. Et maintenant que nous avons avancé dans ce chemin, nous donnerons la priorité normalement à l'économie, en tout cas pour cette année. Ce qui disait qu'on parlait de la flambée des prix sur les marchés mondiaux a fait que les fonds avec lesquels on pouvait acheter une certaine quantité de céréales et de légumes secs ne permettent actuellement d'en acquérir que le tiers, ce qu'avait annoncé le président de la République. Donc on ressent la pression aujourd'hui, la tension sur certains produits de première nécessité qui, il explique aussi, était plutôt lié à un aspect comportemental de la part des citoyens. Et c'est souvent pas le cas c'est souvent pas un problème d'approvisionnement ou de production. Est-ce le cas aujourd'hui? Nous devons aussi revoir notre mode de consommation. Est-ce que c'est lié aussi à notre comportement? On sait, dès qu'il y a une tension sur un produit, les citoyens commencent à stocker, à créer une tension, il y a après une spéculation. Est-ce que on peut l'expliquer aussi par ça? Peut-être ça vient aussi du manque de communication parfois. Quand il n'y a pas une bonne communication, la rumeur fait que tel produit est en pénurie. En rupture, et donc, automatiquement, donc, il y a des queues qui se forment pour n'importe quel produit, alors que réellement, il n'y a pas de pénurie et que peut-être il y a un dérèglement au niveau de la distribution. Et ça, d'une part. Et d'autre part, c'est vrai que sur le plan donc, social et psychologique, il y a un certain comportement
du citoyen qu'on ne peut pas peut-être blâmer. Par sécurité, donc il essaie d'emmagasiner des produits dont il entend qu'il y a pénurie. Et donc là, il va causer lui-même aussi cette pénurie par son comportement. Et ça fait boule de neige comme ça, donc ça crée une pénurie artificielle, alors que il y a un stockage peut-être par les spéculateurs de ces mêmes produits. Et voilà. Ça impacte encore plus la crise. On va passer à un autre extrait du chef de l'État. Il a parlé notamment de ce contact avec le citoyen qui est important, qui aspire, le citoyen, à la prospérité du pays. Les efforts dans ce sens se poursuivent. Il avait affirmé hier lors de sa rencontre. On va écouter l'extrait du président de la République. On revient après, juste après pour en débattre. التواصل مع المواطن ضروري. اليوم راك تشوف ورشات رانا نمشيو وين فيتاس اللي تخليك تقريب كل يومين ثلاثة عندك قرارات باش تاخذها، عندك هذه. المواطن اللي ينتظر منا أكثر من زيارة، ينتظر استقامة البلاد. البلاد تعاود توقف على رجليها مثل ما يقولوا، لأن فقدنا الاقتصاد، فقدنا أمورنا، فقدنا التوازنات الكبرى، فقدنا كل شيء وكادت أن تذهب ريحنا. اليوم أنا قلتها ونزيد نكررها من خلالكم، رانا نحاول إعادة بناء دولة بأتم المعنى، حجرة بحجرة، عصرية وتتماشى مع رغبات المواطن والعصرانة بالطبع. Voilà, donc on l'entend aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette déclaration? Qu'il y avait des dossiers prioritaires, qu'il fallait passer d'abord à l'action sur certains dossiers et que maintenant il allait se consacrer prochainement justement à ce rapprochement avec le citoyen? Je pense que moi j'ai suivi bien sûr le débat avec mes confrères hier. Ici, dans cet extrait, il répondait à une question sur les visites au niveau des wilayas. Et il a cité quelques wilayas, dont Tismsil. Priorité donnée à certaines wilayas, on reviendra priorité à certaines wilayas où il y avait beaucoup de zones d'ombre. Je dois signaler quelque chose d'abord. Ces wilayas pauvres, où il n'y a pas d'investissement, où les choses ne se passent pas très bien, effectivement, c'est une réalité. La wilaya de Khanchla, c'est pas nouveau. La wilaya de Tismsilt aussi. Seulement, il faut partir du postulat qu'il n'y a pas de territoire sans avenir. Il y a des territoires sans projet. C'est important, c'est très important, parce que si on part de l'idée que Khanchla ou Tismsilt est pauvre, puis bon, on va rester dans le défaitisme, on va se retrouver dans cette noria de malheur. Non, il y a des territoires sans projet. Il n'y a pas de territoire sans avenir. Et le président, il répondait à la question, mais il a dit encore une chose plus importante. Il a dit que nous sommes en train de reconstruire et de faire en sorte que le citoyen soit satisfait. Il parlait entre guillemets en filigrane de reconquérir la crédibilité du citoyen. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. La confiance, la confiance voulue, la confiance du citoyen, et c'est important, c'est très important. Et là, c'est tout un travail à faire sur le plan, le professeur l'a souligné, au niveau de la communication, c'est assez important. Oui, alors justement, reconquérir la confiance du citoyen aujourd'hui est parmi les priorités et de construire un État moderne. Hein. Tout à fait. Déjà, au niveau de ces entrevues-là régulières avec la presse, il y a cette volonté justement de maintenir le contact avec les citoyens à travers les médias. Et ça, donc, ça rentre dans le cadre de la communication politique et qui est très importante à mes yeux. Et donc, ça permet aussi donc, aux citoyens donc, d'être informés, d'exercer concrètement son droit à l'information, qu'il n'y ait pas aussi de la désinformation quand il y a, disons, manque... Il faut une communication institutionnelle aujourd'hui. Hein. Le citoyen est dans cette attente d'information, surtout qu'on sait que tous les réseaux qui existent aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de fake news. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'incertitude. Réinstaurer cette communication institutionnelle est importante. Tout à fait. Déjà, le président, dès qu'il a accédé au pouvoir, donc à la magistrature suprême, il y a 2 ans de cela,
il a inauguré cette tradition donc, de communication, c'est-à-dire de proximité avec le citoyen. Et donc on peut annoncer aujourd'hui que cela a été un succès pour le moment parce qu'il y a un engouement des citoyens pour ces entrevues. Et donc on attend aujourd'hui pour déceler, disons, de la moindre information, la moindre annonce concernant surtout la politique intérieure et la vie quotidienne des citoyens. Et là, donc, je pense que cette communication est instaurée pour la durée. Il sera difficile à l'avenir de l'abandonner, parce que ça devient ancré. Alors, il avait indiqué que la vitesse vertigineuse dans le traitement des différents dossiers avait retardé ses visites dans certaines wilayas du pays, mettant en avant l'importance de la communication avec le citoyen, qui s'attend à plus qu'une visite, il attend la prospérité du pays. C'est-à-dire qu'on a privilégié pour une fois l'action à des visites plutôt, on va dire, ou plus folklore ou autre chose. Aujourd'hui, on veut d'abord mettre en place un véritable programme de développement pour ensuite passer oui, c'est ce qu'a annoncé le président. Effectivement, il est plus dans l'action, plus pragmatique. Voilà. Et puis bon, les visites dans les wilayas, ils sont partir avec des choses concrètes. Des choses concrètes, voilà. Mais ils interviendront peut-être après. Mais en tout cas, l'urgence, elle est là. Il faut répondre à des urgences économiques, à des urgences sociales. Et comme on l'a dit, il faut reconquérir cette crédibilité et recréer ce lien entre le politique et le citoyen. Voilà, c'est important. Alors tout cela ne peut pas éternellement durer dans le temps. Il y a des provisoires qui vont rester temporaires. On sait qu'aujourd'hui, ça coûte cher aussi à l'État, tout cela, en attendant la relance économique. Le président de la République a assuré que les efforts pour diversifier l'économie nationale et s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures se poursuivaient en dépit de la hausse des cours du pétrole sur les marchés internationaux. C'est vrai que les cours du pétrole ont repris, tant mieux pour nous aussi, mais il ne faut pas se baser dessus uniquement comme cela s'est fait dans le passé. On va l'écouter, on va tout de suite après commenter ce qui a été dit. رانا ماشيين بقرارات وطنيه، اون ايكونومي ناسيونال، اون ايكونومي باتريوتيك، وراها ماشيه ان شاء الله. قلنا نرفع الانتاج تاعنا وما نبقاش اسير وسجين سعر نتاع البرميل، يطلع ولا يهبط. النفط ثروه عطاها لنا المولى عز وجل، ما نخليها احتياط ونخليها الاجيال الجايه. اليوم نوض ننتج، انا عوض ما نبقى نطالع على سعر لاطون تاع القمح وشحال يجيب لي البترول شحال ما يجيبليش، نوض ننتج بها القمح تاعي. بالاقل ثلثي الاستهلاك تاعي ننتجو. الا استورد ثلث كالكو سوا لو بري تاع لي هيدروكاربير قادر نجيبو الى اخره. اليوم لازم تطوير خلق الثروه من خلال العمل والقيمه المضافه بالنسبه للصناعه، لا فالور اجوتي. Il faut créer la richesse. Il faut créer la richesse, c'est le défi à relever. Nous n'allons pas lier notre avenir au cours du pétrole, surtout que c'est souvent conjoncturel. Aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans l'expérience passée, dans les expériences passées, ou en tout cas ne pas les répéter, et ne pas se baser uniquement sur la hausse des prix du pétrole, Monsieur Berzouz. Oui, donc c'est une idée force qui transparaît de cette entrevue, donc bâtir une économie patriotique et intégrée. Et comment, donc, en se basant sur la production nationale, c'est-à-dire favoriser la production nationale, qui créerait de la richesse, et essayer autant que faire se peut d'échapper aux fluctuations du pétrole. Oui. Parce que si on dépend toujours du pétrole, donc on risque d'avoir toujours de retomber dans l'économie entière. Tout à fait, comme ça a été le cas auparavant. Donc il est plus urgent aujourd'hui plus que jamais de relancer cette idée-là qui a été donc de créer de la richesse, comme créer de la richesse annoncé. par l'encouragement donc des investissements au niveau local. Encourager les producteurs et aussi les exportateurs qui pourraient donc apporter de la devise au pays.
Se baser aussi sur... On a eu quand même un chiffre record d'exportation. Oui, mais qui reste en deçà de... Oui. Mais c'est quand même le premier chiffre atteint à ce niveau-là. Hein. On parle de 4 milliards. Oui, il faut parler en pourcentage, comme ça, en pourcentage, ça devient dérisoire. Exactement. C'est là qu'on prend en compte réellement la valeur du chiffre, oui. Donc, se baser aussi sur l'agriculture qu'on a un peu délaissée. L'Algérie était le grenier de l'Europe il y a jadis, et maintenant, donc, il y a beaucoup de terres qui ont été arrachées à l'agriculture, malheureusement, où le béton a progressé. Donc, il faut préserver ce qui reste de cette agriculture. Et l'Algérie est un immense pays, maintenant, avec l'agriculture saharienne. L'agriculture saharienne. Donc il faut chercher les niches là de richesses qui existent dans le pays. Donc il faut les découvrir. Il faut donc, comme on a dit, les promouvoir. On sait qu'il y a eu des décisions, notamment pour l'agriculture, notamment le rachat du blé dur à une plus forte valeur auprès des agriculteurs. Donc on sent qu'il y a aujourd'hui... La récupération des terres non exploitées, dernièrement, dont le chiffre a été annoncé, ils ont récupéré, je crois, ils ont avancé le chiffre 700 000 hectares. Enfin, je n'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas, ils ont annoncé la récupération des terres non exploitées du domaine privé de l'État. Mais ils n'ont pas parlé des terres privées. Qu'en sera-t-il des terres privées non exploitées? Est-ce qu'il y a des mécanismes pour pousser parce que le privé détient la plus grande part des terres agricoles en Algérie. Dans notre pays, c'est le privé qui détient le plus grand nombre de terres par rapport au domaine privé de l'État. Bon, ce ne sont pas, à mon sens, les niches qui manquent. Ce ne sont pas les richesses qui manquent dans notre pays. Mais ce qui manque, c'est ce déclic et qui ne peut venir que en faisant pulvériser cette chape ou détruire ce monstre bureaucratique. Il y a une volonté politique, mais il faut absolument passer aussi par abattre tous les murs dressés par la bureaucratie, oui, c'est ce monstre bureaucratique qui bloque tout. Le président lui-même le dit, le Premier ministre l'a dit. Donc c'est réellement le grand problème qui bloque la machine économique. C'est cette bureaucratie qui est là, qui freine le développement. Toute initiative, qui brise des élans, des ambitions. Donc ce ne sont pas les richesses qui manquent dans notre pays. Le président l'a dit, que nous ne savons pas exporter, nous réapprenons tout. Il faut tout réapprendre. Ça prendra du temps. Aujourd'hui, il faut avancer prudemment, ne pas se précipiter aussi, pour ne pas tomber dans l'erreur. Certainement. Donc il a dit qu'il fallait donc retenir les leçons du passé, notamment, par exemple, l'échec dans le domaine de l'industrie automobile. Oui, on va en parler juste après, justement. Oui, où on a perdu, on a perdu beaucoup d'argent. L'échec de l'automobile, l'économie rentière, aujourd'hui on a beaucoup de leçons à tirer. Pour revenir à la question donc, de la relance économique, donc il a déjà cité le chiffre, je ne sais pas, de 907 PME-PMI qui avaient donc, bénéficié donc, de la levée des entraves bureaucratiques. 950, qui pourraient créer 52 000 postes d'emploi. Il y a quand même un travail extraordinaire qui a été fait pour lever des obstacles purement bureaucratique, c'est incroyable quand même. C'est un monstre, un monstre qui est là, qui bloque tout. Alors, toujours dans ce contexte de relancer l'économie, le chef de l'État a évoqué la possibilité de recourir à l'endettement pour financer les projets rentables économiquement, comme les voies ferrées, les ports et les barrages. On fait allusion à quel endettement ? Externe ou Je pense qu'il fait allusion, bien sûr, à l'endettement externe. Bon, l'endettement externe, mais là aussi, je pense qu'avec des pays amis, dans des projets structurants, créateurs de richesses, comme l'exploitation du gisement de Rajbilet, ou la voie ferrée sur le sud, il a cité Tamanrasset, le port centre, et voilà, donc c'est de très grands projets. Avec je pense, des mécanismes, des montages financiers avec des pays comme la Chine. Ça s'est fait, je crois, avec le port centre et Rajbilet, ils sont en train d'avancer. Le projet est immense, il est très très grand. Je pense que c'est de ça que parlait le président de la République. C'est pas d'endettement comme vous le disiez tout à l'heure, professeur, c'est pas de l'endettement pour se nourrir. Oui. Non. Et l'endettement en soi, je pense que l'endettement extérieur en soi n'est pas mauvais en soi.
c'est quand il est utilisé pour la consommation directe qu'il est mauvais. Mais s'il est utilisé pour des projets donc, productifs et créateurs de la richesse, qui ont une incidence sur le développement des autres secteurs, là, donc on peut s'endetter sans problème dans une certaine mesure. Et les économistes donc, peuvent l'attester. Donc tous les pays peuvent s'endetter. Moi je pense plutôt que de parler d'endettement, c'est de montage financier. Un montage financier, ça se fait dans tous les pays du monde. Pour des projets de cette envergure, c'est pas possible qu'un pays seul puisse le faire, ne serait-ce que sur le plan de la technologie. Je cite l'exemple du gisement de Rajbilet. Le gisement de Rajbilet, l'Algérie seule ne pourra jamais l'exploiter, ou du moins aura de grandes difficultés. Pourquoi? Pas seulement par rapport à l'accès, par rapport à la voie ferrée, par rapport à l'éloignement. Non, il a un problème, un sérieux problème, ce gisement. On en parlait tout à l'heure, c'est un problème de la teneur du phosphore au sein du minerai du fer. Le minerai de fer de Rajbilet a une teneur en phosphore trop élevée. Donc il faut des techniques très pointues pour déphosphoriser le minerai. Et c'est des techniques très pointues dans la recherche minière. Et ça a été fait en Russie et ça a été fait en Chine. Ils ont transporté, je crois, quelque chose comme 3000 tonnes de minerai en Chine et en Russie. Et les Chinois ont bien avancé dans la déphosphorisation. Je crois qu'ils ont ramené le taux à la norme mondiale. Après, bon, pour l'exploration, pour le gisement, ça va tarder parce qu'il faut une voie ferrée, parce qu'il faut beaucoup. On comprend aujourd'hui qu'il faut un lourd investissement, un très lourd investissement, effectivement, et que cela nécessiterait un endettement extérieur. Alors aujourd'hui, sur quoi il faut tabler aussi quand on passe à l'endettement, quand on passe à des projets aussi importants, c'est que ce soit aussi valable pour le gouvernement, on va en parler, c'est que aujourd'hui, il est important d'atteindre les objectifs fixés, d'avoir des résultats, d'être contrôlé pour justement éviter encore une fois les erreurs du passé. Le chef de l'État avait affirmé que l'évaluation de la performance du gouvernement du travail des walies, même des ambassadeurs, était effectuée de manière continue, en soulignant qu'en cas de grave erreur, la question sera tranchée immédiatement. C'est encore une nouvelle fois une volonté de créer cette confiance perdue entre le citoyen et le politique, qu'il y ait un contrôle plus rigoureux. Oui, là, ça c'est une mesure novatrice, disons, que de contrôler, disons, l'action des ambassadeurs, des consuls, des walis, bien sûr, dans une certaine mesure aussi, parce que ça existe par le passé. Et donc là, je pense qu'on veut instaurer une culture du résultat. Oui. Ces postes-là ne sont plus des postes honorifiques, pas seulement, mais c'est des, disons, postes, disons, pour lesquels... Ils doivent justifier, tout doit être justifié aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc les missions pour lesquelles sont nommés, nommés ou élus, ces hauts fonctionnaires, c'est des missions donc d'exécution des politiques publiques nationales. Et là, qui dit politique publique, dit automatiquement évaluation après exécution. Et ce volet-là, je pense qu'il n'a pas eu l'attention nécessaire par le passé. Et là, donc, je pense que le président veut, en tout cas, c'est un signe qu'il veut le remettre sur selle, pour pouvoir, disons, contrôler l'action du gouvernement d'une manière générale. Et ce gouvernement, bien sûr, dans tous les secteurs, le secteur de la diplomatie, le secteur donc, des collectivités locales. Et là, donc, ce qu'attend le citoyen, justement, qu'il n'y ait pas, disons, de politiques publiques qui sont exécutées comme ça, avec des retards, avec des taux de réalisation dérisoires. Et aux élus aussi, de faire aussi leur travail, de l'APN aussi, de contrôler l'action gouvernementale. Vous en parliez tout à l'heure du dossier des véhicules qui sera tranché avant la fin du premier trimestre de 2022. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État. On l'écoute. On revient juste après. فيه إمكانية باش نشري باش نستورد سيارات ولكن لي كونسيسيونير الناس اللي تخول لهم الاستيراد تاع السيارات لازم يفهم أن الشيء اللي كنا فيه قبل ما بقاش.
هنا ما نذكرش الاسم، شركة كبيرة أوروبية، العنوان ومع لوطوروت وكذا، روح جيب قطعة ريال يقول لك من على اسبوع نجيبوها لك، ما عندهمش. روح انت في برج باريرج ولا روح في عند فلا ولا حوس على القطعة هذيك سي انكور بير. انا تدخل لي نوعية تاع سيارة وما عندكش لو سيرفيس ابريفونت ما تدخلش. والسيرفيس ابريفونت بالاقل في نصف الولايات والولايات الكبرى. سينو ما تدخلش، هذا هو الكاي دي شارج. اعتقد ان في نهاية 30 تاع 2022 نكونوا فصلنا في هالامور هذه. Voilà, hein, tout simplement revenir aux règles de l'investissement, qu'il y ait une meilleure intégration, qu'il y ait une garantie des pièces de rechange comme il l'a parlé. Il a qualifié ce dossier de très complexe, notamment après l'échec que l'Algérie a vécu sur l'expérience du montage de véhicules. Un seul opérateur nous a fait perdre plus de 3,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, on doit être plus rigoureux encore une fois sur le respect des... Déjà, il devra changer, hein, ce cahier des charges, il sera nouveau. Encore une fois, un meilleur contrôle... pour ne pas retomber encore une fois dans les erreurs du passé. C'est un feuilleton un gouffre, hein, oui. hallucinant comme feuilleton, complexe, c'est trop peu dire. C'est un dossier qui a consommé près de, je crois, 5 ministres. C'est incroyable. Donc, c'est vu dire la complexité du dossier et les pertes causées à l'État. Espérons que cette annonce soit concrétisée dans les délais, parce que c'est intenable sur le plan de le marché des véhicules. Donc, cette fois-ci, ça va redémarrer peut-être sur de très bonnes bases. Et c'est un dossier qui va rester dans les annales, en tout cas de l'économie nationale, à tel point qu'il a mis une économie en procès. Toute l'économie nationale mise en procès à cause de ce dossier, comme je l'ai dit, a consommé près de 5 ministres. C'est du jamais vu. Ouais, les anciennes pratiques ne devront plus être tolérées. Oui, les Algériens attendent impatiemment justement la résolution de ce problème une fois pour toutes. Et bien sûr, ce dossier ne doit pas, selon le président, se faire dans l'improvisation à cause de l'échec, des échecs passés. Donc il faut repartir sur de bases plus solides et bâtir ce qu'il a appelé une industrie automobile intégrée. Parce que le taux d'intégration devrait se situer entre 30 et 40% d'après les chiffres annoncés. Sinon, ça ne serait pas intéressant. Et d'autre part, donc l'importation de véhicules sera toujours soumise à un cahier de charge très strict, et notamment donc d'assurer le service après-vente. C'est la moindre des choses. Quand on veut importer des véhicules donc de l'extérieur, il faut pouvoir assurer donc ce service après-vente. C'est aussi une des grandes attentes des citoyens aujourd'hui que cette importation de véhicules. Il y a aussi une tension. Des citoyens, des entreprises aussi. Hein. Il y a même les entreprises aussi. également. Il n'y a pas que les citoyens. Mais en tout cas, les citoyens, c'est une très grande attente. Espérons qu'il va se concrétiser. Et puis, que le dossier sera pris en charge, en tout cas, avant la fin. Du troisième semestre. On en a parlé juste avant, cette priorité donnée aux zones d'ombre. Le président a insisté sur la nécessité de donner la priorité aux wilayas, accusant un retard en termes de développement. Des programmes complémentaires sont prévus. On l'écoute. في بعض الولايات اللي نسجل فيها تأخر نوعا ما مثل خنشلة اليوم حتى بالنسبة للاستثمار اللي يبغى يستثمر في خنشلة نعطوه الأولوية في الامتيازات. مباشرة بعد خنشلة تجي تسمسيلت اللي انفصلت على ولاية تيارت وما زالت باقي فيها تأخر كبير. لا من ناحية العزلة ولا من ناحية المناصب الشغل ولا من ناحية إذن ومن بعد تسمسيلت فيه الهضاب تاع الوسط. الهضاب تاع الوسط اللي هي النعامة، البيض، الجلفة، لغوط. يجيو بتسلسل من بعد على حسب دراسات دقيقة بالنسبة للشيء اللي موجود والشيء اللي لازم باش نرفعوا المستوى تاعنا. Alors les wilayas sont ciblées aujourd'hui. Pourquoi elles sont plus défavorisées que d'autres? Elles connaissent un ralentissement au niveau du développement local? Certainement parce que... Les zones d'ombre, en tout cas, ont toujours fait partie du projet du chef de l'État. Le président vient de citer quelques wilayas, dont Khunchla. Oui.
Et puis, il a tendu la perche en disant que les gens qui veulent investir dans ces wilayas auront des avantages. Mais justement, il n'y a pas eu ce décollage, hein. C'est ce qu'il a un peu oui, il n'y a pas eu ce regretté. décollage, mais on en parlait au début de l'émission. On a dit qu'il n'y a pas de territoire sans avenir, il y a des territoires sans projet. Parlons de Khanchla, il a cité l'exemple, le président a cité l'exemple de Khanchla, parlons de Khanchla. Vous savez, je crois qu'au début des années 90, il y a eu une expérience qui a été faite à Khanchla par les Allemands, et il y a ce qu'on appelle la pomme de Khanchla. C'est une pomme absolument extraordinaire. Eh ben, Khanchla peut conquérir le monde par sa pomme. Les Suisses savent fabriquer des montres, ben Khanchla peut produire de la pomme. Mais c'est ça, il faut cartographier aujourd'hui nos zones, connaître les richesses de chaque région. Je le répète encore et j'insiste, il n'y a pas de territoire sans avenir, il y a des territoires sans projet. Khanchla, la pomme de Khanchla, c'est un label extraordinaire, tout comme la Deglet Nord de Biskra. Donc, il y a des possibilités, pour peu qu'on libère l'initiative, pour peu que, je le disais, le monstre bureaucratique soit dompté, il y a toujours des possibilités, il y a des ambitions, il faut libérer l'initiative, ça peut marcher, ça peut aller. Khanchla peut devenir leader mondial de la pomme, mais surtout que en Algérie, nous avons la chance d'un enseignement extraordinaire. Je vous assure que tous les étrangers, peut-être peu, mais ceux que j'ai rencontrés, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, tous unanimes à dire que les fruits algériens ont un goût extraordinaire. Nous ne sommes pas conscients de la chose. Mais c'est important, c'est très important. À l'étranger, même quand nos compatriotes viennent ici, souvent ils reprennent avec eux des fruits et des légumes. Le goût des fruits algériens, il est extraordinaire. Donc c'est déjà un point important. Comme je vous l'ai dit, la Suisse a conquis le monde par ses montres, parce qu'elle sait fabriquer des montres. Et bien Khanchla sait produire des pommes. Il suffit de trouver la force de chaque région et de la développer. Et de libérer les initiatives. Bien sûr, il faut créer ce climat favorable à l'investissement. Monsieur Borzo, c'est ce qu'on attend aujourd'hui, le développement local et sortir ces wilayas de l'ombre, c'est une des priorités également. Oui, parce que si on fait le constat aujourd'hui, on trouve que certaines wilayas sont plus développées que d'autres. Donc celles qui sont moins développées devront rattraper ce retard. Et le président a cité un certain nombre de wilayas comme Khanchla, Tissemsil, Tel Bayir et tout. Donc il encourage justement les investisseurs à y aller pour faire des projets là-bas. Et donc il y a justement matière, comme disait mon collègue, matière à et puis le développement local permettra aussi aux citoyens d'être rassurés, d'avoir cette confiance envers son politique, de fixer les populations. Ça a un impact sur tout le pays, de créer cette cohésion et cette union à laquelle appelle le chef de l'État. En principe, chaque région a, en termes d'avantages comparatifs, des produits pour lesquels elle peut mieux produire, donner. Et donc, il faudrait juste accompagner ces dotations naturelles, si j'ose dire, par des investissements qui favoriseraient des productions importantes. Et d'ailleurs, on appelle aujourd'hui le Wali à agir, à passer à l'action, à devenir un manager et non plus juste de gérer la bureaucratie ou les dossiers. C'est aujourd'hui agir en tant que chef d'entreprise, carrément. Oui, d'où le but de l'instauration des contrats de performance, c'est-à-dire que de ces évaluations périodiques pour les walis. Mais là aussi, les contrats de performance pour les walis, les contrats de performance pour les ministres, pour les diplomates. Et il faut accompagner ça aussi, il faut les rassurer aussi. Et comment un diplomate à qui on dit bon, vas-y, tu prends des initiatives, vas-y, tu prends des initiatives, mais il faut le rassurer, ils ont peur aussi. Tout comme les managers, tout comme... Donc il faut réinstaurer cette confiance. Il faut aussi une prise de risque. Une prise de risque pour l'entreprise, mais je ne parle pas... Le risque à titre individuel, ça peut mener là où
Non, on n'en veut pas, mais il faut les rassurer sur le plan des lois, sur la protection juridique, et comme ça réinstaurer cette confiance aussi. Et puis une durabilité dans nos lois aussi, pour justement créer ce climat favorable. On arrive un peu au terme de l'émission, on va terminer avec les réactions de nos chers citoyens suite à cette rencontre qu'a eu le président de la République avec la presse nationale. On les écoute et on va clôturer avec eux. La réaction des citoyens suite à la décision faite par le président de la République Abdelmadjid Tebboune d'instituer une allocation chômage sous forme de pré-salaire ne s'est pas fait attendre. Des réactions des quatre coins du pays saluent cette décision qui vient préserver la dignité des jeunes chômeurs en particulier et de nos concitoyens en général. Ce sont des décisions qui sont venues à point nommé, notamment celle de l'allocation chômage et de la couverture sanitaire. Cela va beaucoup aider les personnes au chômage. نتمن القرارات السياديه اللي قام بها السيد رئيس الجمهوريه منها منحه البطاله اللي تهم شريحه كبيره. Nous saluons les décisions prises par le président de la République, notamment l'allocation chômage, car elle concerne une grande partie de la société, surtout qu'ici au sud, les jeunes ne trouvent pas d'emploi. تعطي لهذا الشاب ولو منحه انه يزيد من وجه يدخل بها على الشغل. Nous remercions le président de la République pour cette décision. نشكر السيد رئيس الجمهورية على قرار. Nous remercions le président de la République pour ses décisions, à savoir l'allocation chômage et le droit à la couverture sanitaire. C'est au profit des chômeurs. Cela leur permettra de vivre en toute dignité. ويكونوا يعني يضمن لهم العيش الكريم ونشكر السيد رئيس الجمهورية. وهذا تفيد بزاف الشباب اللي بطل. C'est une bonne chose, surtout pour les jeunes diplômés qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Cette allocation leur permettra de subvenir à leurs besoins. الرئيس دار حاجة مليحة. C'est une louable initiative. Nous le remercions d'avoir pensé à cette frange de la société. Notre région compte beaucoup de chômeurs, parmi eux de jeunes diplômés. C'est une bonne décision pour ces jeunes diplômés à la recherche d'un emploi. Nous espérons qu'il y aura des facilitations administratives quant aux dossiers à fournir. Cette allocation chômage de 13 000 dinars est une décision positive qui redonne espoir aux jeunes. Le président s'est engagé à protéger la jeunesse. À travers cette décision, l'Algérie sera le premier pays en dehors de l'Europe à instituer une allocation chômage sous forme de pré-salaire. C'est encourageant. En Europe, les personnes bénéficient d'une allocation chômage. Cela nous permettra de subvenir à nos besoins. Mieux encore, cette allocation sera accompagnée d'une couverture sanitaire comme le reste des salariés. Le président de la République a décidé l'octroi d'une carte Chifa pour les jeunes chômeurs à la recherche d'emploi. Nous remercions le président de la République pour cette décision, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de la carte Chifa au profit des chômeurs. Grâce à cette allocation, le jeune chômeur peut aujourd'hui se procurer les médicaments gratuitement. La décision de la couverture sanitaire est une bonne chose. Les jeunes de la région souffrent de beaucoup d'entraves. Un acquis considérable pour notre pays, qui se dirige à pas de géant vers l'épanouissement et le progrès. Voilà, donc en tout près de 200 000 jeunes diplômés des universités, autant d'autres formés dans des centres de formation professionnelle arrivent annuellement sur le marché du travail, mais ils peinent à trouver des débouchés. Comme on vient de l'entendre, ces décisions ont été accueillies favorablement par la population. Il est important aujourd'hui de donner de l'espoir à ces jeunes. Oui, certainement. Là, nous formons des chômeurs à l'université, beaucoup de chômeurs, parce que sur le marché de l'emploi, ça tarde à venir, donc cette relance économique qui crée des emplois. Et donc, ça tombe à pic, cette allocation chômage,
pour disons, soulager un petit peu cette jeunesse en chômage, ainsi que la carte Chifa qui permet une certaine couverture sanitaire. On va devoir conclure, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et oui, donc c'est pas une panacée, mais c'est pas une solution définitive, mais c'est une solution transitoire pour améliorer donc le volet social en Algérie et permettre donc à la jeunesse améliorer les conditions de vie, d'avoir des emplois durables et performants. Un dernier mot, très rapidement, s'il vous plaît. C'est une excellente chose, c'est un cadeau du président, cœur battant de l'Algérie, qui est sa jeunesse. Oui. Absolument, c'est sa force aujourd'hui. Merci messieurs d'avoir été avec nous sur ce plateau, d'avoir décrypté un peu la rencontre donc, du président de la République tenue hier avec la presse nationale, la rencontre périodique. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.